bulletin reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes de la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Nous poursuivons les consultations particulières et auditions publiques dans le cadre du mandat d'initiative concernant les conditions de vie des femmes autochtones en lien avec les agressions sexuelles et la violence conjugale. Je comprends que nous avons le consentement pour permettre au député de Masson de remplacer le député de Montarville pour cette partie de cette séance. Nous entendrons cet après-midi Mme Carole Lévesque, professeure titulaire de l'Institut national de recherche scientifique, et Mme Michèle Rouleau, ancienne présidente de Femmes autochtones du Québec. Comme la séance a commencé à 16h32, y a-t-il consentement pour poursuivre nos travaux au-delà de l'heure prévue, soit jusqu'à 18h32? Consentement. Je souhaite la bienvenue à Mme Carole Lévesque. Je vous invite à vous présenter et à faire votre exposé. Vous disposez d'une période de 20 minutes. Va s'en suivre des échanges avec les parlementaires. La parole est à vous. Merci. Merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui. J'ai diviser mon propos en 3 points. Évidemment, il y en aurait plusieurs autres à aborder, mais de manière un peu synthétique, j'ai cru important de mettre en évidence ces 3 aspects-là. Le premier, c'est de s'informer sur les conditions de vie actuelles des Autochtones au Québec, de manière générale. Le deuxième, c'est vraiment de s'intéresser à l'ampleur des manifestations liées à la violence dans les villes et dans les communautés. Et le troisième point, finalement, des pistes pour aller de l'avant avec certaines solutions, certaines idées, certaines perspectives. Je dois d'abord vous dire que je suis anthropologue de formation et que je travaille avec les communautés et les organisations autochtones depuis 1972. Et j'ai vécu de très nombreuses années dans les communautés et je continue aujourd'hui d'être très active, évidemment, sur le plan professionnel. J'ai travaillé sur beaucoup de thèmes, mais ces dernières années, je me suis beaucoup intéressée à la question des Autochtones en milieu urbain. J'ai travaillé sur ces questions, notamment avec ma collègue Édith Cloutier, que vous avez entendue ce matin. Lorsque l'on parle de la population autochtone au Québec et qu'on essaie de voir quels sont les points de similarité, comparaison avec la population québécoise, on a un portrait un peu désolant. Vous savez, le Canada se classe depuis de très nombreuses années parmi les 10 meilleurs pays au monde en fonction des indices de développement qui sont développés aux Nations unies. Lorsque l'on considère les populations autochtones au Québec, le score atteint est 70e rang, c'est-à-dire l'équivalent du Bangladesh. Alors, dès leur naissance, les Autochtones de tous âges, hommes, femmes, s'exposent à des risques nettement supérieurs que les Québécois, les Canadiens, et ce, dans toutes les sphères de leur vie personnelle, familiale et sociale. Rapidement, incidence plus élevée de maladies chroniques et d'accidents, surpeuplement des maisons, problématiques psychosociales majeures, consommation accrue de drogue et d'alcool, agressions physiques et psychologiques, suicide en hausse d'ailleurs actuellement chez les jeunes et les femmes, séquelles des pensionnats, traumatisme intergénérationnel, fréquence très élevée du placement d'enfants, décrochage scolaire en hausse également, espérance de vie moindre. De plus, les inégalités de genre, donc entre les hommes et les femmes, exacerbées par les violences, les agressions et les abus, dont les femmes et les jeunes filles font les frais bien plus que les hommes, ces violences, ces agressions sont encore plus marquées qu'ailleurs, non seulement au Québec, mais à l'échelle du Canada. Non seulement font-ils face à ces difficultés de la vie, mais lorsque les Autochtones se retrouvent en ville aujourd'hui, dans les villes, ce n'est pas rien quand même, cette population.
Si on parle des Premières Nations, des Inuits, de la population métisse, c'est 60% de la population autochtone totale au Québec qui vit dans les villes. Il y a des difficultés supplémentaires qui s'ajoutent. Accès limité aux services de santé, services sociaux du réseau québécois. Bien souvent, le réseau n'est pas capable de répondre à la pression exercée par cette présence des Autochtones dans les villes. Manque de soins, de ressources appropriées, isolement social, surreprésentation parmi la population itinérante, surreprésentation en milieu carcéral, conditions de logement insalubres, non sécuritaires, insécurité alimentaire. Donc, de très nombreux enfants, jeunes, femmes, hommes, aînés doivent sans cesse relever des défis importants pour répondre à leurs besoins immédiats. En 2013, le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, James Anaya, annonçait une crise majeure au Canada, exacerbée par le non-respect de leurs droits, la violence envers les femmes, la faible scolarisation et le surpeuplement des maisons. La situation mise au jour récemment à Val-d'Or et dans d'autres villes du Québec est à l'image de cette crise qui était anticipée il y a à peine 2 ans. Alors, pour vous donner un aperçu de cette situation, il y a 2 fois plus de familles monoparentales dirigées par des femmes en contexte autochtone. Les enfants de moins de 15 ans se retrouvent 7 fois plus fréquemment en famille d'accueil. Parallèlement, le taux de croissance de la population autochtone est de 4 à 5 fois supérieur à celui de la population québécoise. Les femmes autochtones sont plus nombreuses que les hommes à résider dans les villes, alors que dans les communautés, le ratio homme-femme est à peu près égal. Dans les villes, il y a une proportion supérieure de femmes. La perspective d'une vie meilleure, l'espoir de vivre dans un environnement plus sécuritaire, donc moins violent, de donner davantage de chance à ces enfants constitue la seconde raison, après les études, qui explique le départ des communautés. Ce contexte particulier explique aussi le nombre grandissant de familles monoparentales dans les villes. D'un autre côté, de manière générale, les femmes autochtones sont plus instruites que les hommes. Elles sont également plus nombreuses que les hommes à effectuer un retour aux études après l'âge de 30 ans. Et il faut tenir compte de ces caractéristiques-là dans l'optique de développer des moyens de prévention dans l'avenir. On ne sait pas en général qu'il y a plus de 50 villes québécoises qui comptent une population autochtone significative au Québec. Et pourtant, très peu de services et de ressources permettent de répondre aux besoins de ces personnes. 50 villes. Alors, il faut savoir que, de nos jours, la présence autochtone dans les villes n'est pas un accident de parcours dans la trajectoire de la vie des femmes et des hommes autochtones. Elle est une réalité incontournable et elle va en s'accroissant. Dans la même optique, les dynamiques de mobilité entre les communautés et les villes augmentent et se diversifient. Le deuxième point que je souhaite aborder concerne plus directement les manifestations de la violence. Mais vous avez déjà un portrait du milieu dans lequel ces violences se manifestent et s'expriment. Et il ne faut jamais oublier ce contexte très particulier. Alors, la violence en contexte autochtone, et je crois que les autres collègues, personnes qui prendront la parole ici dans cette commission, iront dans le même sens. Cette violence s'inscrit dans un continuum de perte, de rupture, de dépossession et d'impuissance qui s'intensifie de nos jours avec la croissance démographique et la transformation des conditions objectives d'existence. Monoparentalité, grossesse adolescente, par exemple. 18 fois plus de grossesses adolescentes de 15 ans et moins chez les femmes autochtones, chez les jeunes filles autochtones. Il y a au moins sur un plan structurel, systémique, 4 types d'aliénation dont il faut s'informer, je dirais, dont il faut tenir compte. Il y a eu une aliénation territoriale avec la mise en réserve, une aliénation culturelle avec le régime des pensionnats, l'éducation forcée,
une aliénation identitaire dont les femmes ont été les premières concernées avec les dispositions de la loi sur les Indiens qui les privaient de leur statut lorsqu'elles épousaient un non-indien. Une aliénation politique avec l'imposition de l'administration gouvernementale qui a mené à la sédentarisation. Alors, cette violence en contexte autochtone, elle a des racines profondes qui tiennent au système et aux structures. Ça fait au moins 40 ans que les associations de femmes autochtones au Canada comme au Québec dénoncent la violence perpétrée à l'encontre des femmes. Il est, je crois, temps de les écouter. Déjà en 1980, selon les statistiques de l'époque, il était établi que l'incidence de la violence envers les femmes autochtones était de 3 à 4 fois supérieure que dans le cas des femmes non autochtones. 35 ans plus tard, la situation n'a pas changé, et si elle a changé, c'est pour amener des constats sur une incidence qui peut aller jusqu'à 5 fois et 6 fois. La violence à l'égard des femmes autochtones se caractérise par la fréquence des agressions et leur intensité. De nombreuses femmes sont confrontées à la violence sur une base quotidienne. Les blessures infligées sont également plus importantes et nécessitent davantage de soins. Les impacts de cette violence se répercutent sur l'organisation familiale, sur la vie de la maisonnée, sur la qualité des relations entre parents et enfants. Un climat de tension existe en permanence. La grande majorité des femmes concernées par la violence sont jeunes. Elles ont entre 15 et 34 ans. Et 90% d'entre elles ont des enfants. Sur un plan personnel, il existe 2 formes de violence qui affectent les femmes autochtones. Celle qui met en cause les proches des personnes atteintes, ce qu'on appelle la violence latérale. C'est dans l'environnement familial, dans la parenté, dans les personnes qui évoluent à l'intérieur de la maison, dans le réseau familial, que cette violence se manifeste. Et il y a celle qui met en cause non seulement des Autochtones, des non-autochtones, comme on l'a vu dans le cas de Val-d'Or. Et cette violence qui met en cause des non-autochtones, elle se produit à la fois dans les communautés et dans les villes. Cependant, tous les agresseurs, quels qu'ils soient, bénéficient d'une certaine impunité. Dans les communautés, la loi du silence prévaut sur les dénonciations et les réactions collectives pourtant connues. De manière générale, on ne dénonce pas pour ne pas mettre en péril la cohésion de la communauté. À l'extérieur des communautés, dans les villes, le racisme exacerbe les abus de pouvoir et les rapports de domination entre hommes et femmes. La violence à l'égard des femmes autochtones, que ces dernières résident dans les villes ou les communautés, évidemment, ne peut être isolée des conditions auxquelles je faisais référence tout à l'heure, conditions socio-économiques très défavorables, pauvreté, chômage chronique, autant de conditions qui contribuent à accroître le climat de tension déjà existant. Mais la violence, quand on parle de la violence en contexte autochtone, on a souvent tendance à penser que c'est une affaire de femmes. La violence ne concerne pas que les femmes. Elles en sont les victimes, bien souvent, bien sûr. Ce n'est pas un problème de femmes, c'est une affaire de société. En conséquence, un nouveau projet de société serait à définir et à mettre en œuvre. Une campagne de sensibilisation mise de l'avant par Femmes autochtones du Québec en 87, ce n'est pas hier, avait commencé à donner des résultats encourageants à l'échelle des communautés autochtones, au moins jusqu'au début des années 90. Cette campagne de sensibilisation avait été organisée alors que Michèle Rouleau était présidente de Femmes autochtones du Québec. Faute de ressources financières, les efforts n'ont pu être poursuivis. Et pourtant, il y avait déjà des manifestations positives à cette époque. Alors, de nombreuses initiatives destinées à diminuer l'incidence de violence ou de soutenir les victimes ont vu le jour au cours des 2 dernières décennies. Des maisons d'hébergement ont été instaurées dans plusieurs villes
à l'instigation de groupes de femmes, mais aussi de femmes autochtones du Québec. Toutefois, dans tous les cas, le déploiement de ces initiatives, donc leur potentiel pour donner des résultats positifs et changer des comportements ou des pratiques, ce déploiement est sans cesse freiné par le manque de moyens financiers adéquats, mais aussi récurrents, la difficulté à assurer une continuité dans les services offerts, le peu d'occasions de revoir et de renouveler les pratiques et la lourdeur des pratiques auxquelles le personnel est souvent sans moyens pour poursuivre le travail commencé. Alors, face à tout ça, on peut sans doute se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que dans l'histoire, la violence s'est ainsi installée en contexte autochtone? Alors, à l'époque traditionnelle, mais dans certains cas, traditionnel veut dire il y a 40 ans, il y a 50 ans, la survie et la reproduction des groupes sociaux reposaient sur l'existence de mécanismes de régulation sociale auxquels les membres du groupe adhéraient. Ces mécanismes ou pratiques permettaient d'intervenir lorsqu'il y avait des difficultés, des dissensions. C'est des pratiques, des mécanismes qui reposaient sur des valeurs et des principes qui favorisaient l'entraide, le partage, la cohésion, de préférence à l'individualisme ou à la compétition. Ces valeurs, ces principes étaient transmis d'une génération à l'autre. Ils étaient valorisés à travers les obligations et les responsabilités quotidiennes et saisonnières. La mise en réserve, l'épisode des pensionnats indiens, la sédentarisation ont profondément modifié l'ordre des choses, ont coupé les filières de transmission et ont érodé les pratiques qui favorisaient l'équilibre des groupes, de même que les modes d'interaction et de collaboration qui présidaient aux relations entre les groupes au sein d'une même bande. Mais les principes fondateurs, l'essence même des règles qui régissaient le vivre ensemble et favorisaient la cohésion sociale existent toujours. Il devient essentiel de les régénérer en tenant compte toutefois des impératifs de la vie moderne et des enjeux de la société contemporaine. Les mesures, ressources, pratiques à déployer à partir de maintenant, et je dis bien à partir de maintenant, pas dans 1 an, pas dans 2 ans, pas dans 5 ans, à partir de maintenant, doivent s'inspirer de ces valeurs, de ces principes sur lesquels on peut aujourd'hui construire. Ce que je propose, tout en étant quelqu'un de l'extérieur des communautés, mais qui a quand même beaucoup travaillé dans les communautés, je crois qu'il serait important de créer des chaînes de protection pour les femmes autochtones et les enfants, des alliances de protection qui déborderaient le cadre communautaire. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les communautés autochtones sont atomisées, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent presque en vase clos et ça ne favorise pas des actions concertées. Et en plus, cette atomisation contribue à neutraliser les efforts des intervenants, des intervenantes surtout, qui se retrouvent isolés et démunis devant de si lourdes problématiques. Il importe aujourd'hui d'identifier, et ça doit être identifié par les Autochtones eux-mêmes, par leurs leaders, les vecteurs de la vie communautaire qui permettraient de transformer la réalité de la violence et mobiliser les savoirs et les pratiques sur lesquels il faudrait s'appuyer. Il faudrait aussi reconnaître et respecter l'expertise de femmes autochtones du Québec en matière de violence faite aux femmes et aux enfants et créer les conditions financières, matérielles et organisationnelles pour que cette expertise soit mise au service des communautés et de la population autochtone en général, ce qui veut dire aussi dans les villes. Il faudrait étendre et diversifier le réseau des maisons d'hébergement pour femmes autochtones et fournir à Femmes autochtones du Québec les moyens récurrents et suffisants pour remplir son mandat à long terme à cet égard. Il y a une 15aine de maisons d'hébergement au Québec pour femmes autochtones
je crois qu'il faudrait qu'il y en ait déjà demain 30 au minimum. Il faut évidemment soutenir les initiatives locales et communautaires en matière de lutte à la violence par une plus grande implication des leaders masculins et des conseils de bande au sein d'initiatives orchestrées par les femmes. Favoriser, par exemple, l'adhésion à une déclaration d'engagement autochtone citoyen contre la violence dans toutes les communautés et les villes. Il faut former de nouvelles cohortes d'intervenantes autochtones en développant une formation sur mesure et continue qui repose autant sur la prévention que sur l'accompagnement et l'intervention. Il faut mettre de l'avant une réelle culture de prévention au sein des communautés et des villes. Pour l'heure, la plupart des mesures mises en place au regard de la violence ciblent plutôt les symptômes et les situations conjoncturelles. Une culture de prévention agit en amont des situations et constitue un filet de protection et de sécurité. Une culture de prévention est à construire. Il faut également accroître la participation des femmes autochtones à la prise de décision en matière de violence latérale et communautaire, et ce, à toutes les échelles de gouvernance. Il faut promouvoir la mise en œuvre de démarches de sécurisation culturelle. En d'autres mots, créer des environnements sécuritaires sur le plan sanitaire, éducatif, social et culturel et propices au plein épanouissement des individus de tous âges, à la fois dans les villes et les communautés. Et il faut finalement s'inspirer des actions mises de l'avant au sein du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec et des différents centres d'amitié établis dans la province en matière de compétences et de sécurisation culturelle. La présence permanente ou temporaire d'une population autochtone grandissante dans les villes vient transformer les dynamiques relationnelles et collectives de toutes les générations et engendre une nouvelle gamme de besoins inédits. Je vous remercie. Merci, Mme Lévesque. Nous allons entreprendre les discussions avec les parlementaires du côté du Parti gouvernemental. Madame la députée de Crémazie. Oui, je vous remercie. Bonjour, Madame Lévesque, et bienvenue. C'est un privilège pour les membres de cette commission de vous recevoir aujourd'hui, puis on vous remercie. Je pense que mes collègues se joignent à moi également pour vous remercier de prendre de votre temps pour venir nous partager votre expertise indéniable quand on regarde la carrière exceptionnelle que vous avez sur le dossier des populations autochtones. Et on s'excuse également là, du retard. Hein. Vous savez, les travaux parlementaires, c'est une journée un peu exceptionnelle aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on vous laissait le plus de temps. Et je vais faire mes questions très courtes parce que je veux vous laisser le maximum de temps justement pour pouvoir continuer si vous aviez d'autres choses à dire. Je vous cite, puis je veux pas mal vous citer, mais vous disiez que dans les communautés autochtones, les populations autochtones ne dénoncent pas pour ne pas mettre en péril la cohésion du groupe, là, de la communauté. Comment on peut favoriser justement un contexte qui va mettre les conditions en place pour favoriser justement ces dénonciations-là? C'est une question vaste, là, je le conçois, oui. là, mais si vous pouvez nous alimenter un peu notre réflexion à ce sujet-là, ça serait bien apprécié. Je crois que on ne peut pas mettre de l'extérieur ces conditions propices. Je crois que ça ne peut venir que de l'intérieur. Il y a de la violence dans les communautés. Elle est régulière. J'aurais presque tendance à dire qu'elle est en hausse. Et la balle est dans le camp des communautés à ce niveau-là. Et c'est vrai, les femmes le disent entre elles, c'est connu. Entre dénoncer, et vous savez, dans une communauté, même s'il y a 5000 personnes, ça reste un univers assez fermé, d'une certaine manière, dans le sens où tout le monde connaît tout le monde. Vous ne pouvez pas gérer des situations de violence comme si c'était une ville de 2 millions d'habitants où l'agresseur et la personne agressée peuvent être séparés et même évoluer dans la même ville, mais sans jamais se rencontrer. Il faut réfléchir à des modes différents de, je ne dirais pas gérer, mais
des modes différents de transformation des relations entre les hommes et les femmes. Il faut non seulement qu'il y ait davantage de femmes qui puissent prendre la parole et participer aux instances de gouvernance, il faut, je crois, une espèce de mobilisation communautaire, et ça ne peut venir que de l'intérieur. Mais quand je dis que ça ne peut venir que de l'intérieur, je ne parle pas nécessairement de la communauté. J'entends, ça ne peut venir que de l'intérieur du monde autochtone. Les conditions propices, on peut les soutenir, on peut les favoriser lorsqu'elles sont définies, lorsqu'elles sont identifiées, mais je suis persuadée que les décisions doivent être prises par les Autochtones eux-mêmes. Madame la députée, Je vous remercie. Oui, on constate que c'est complexe. Hein. Très complexe. Et comme l'ensemble du dossier. Et pour parler peut-être davantage en amont, puis encore là, je fais ma question très, très courte là, pour vous permettre de développer, mais c'est très large aussi, là, donc vous faites ce que vous pouvez comme réponse. On essaie aujourd'hui, évidemment, avec les rencontres qu'on fait, de bonifier le plan en matière d'agression sexuelle et spécifiquement sur les moyens de prévention qui pourraient être mis en place pour le futur, parce que, comme vous le dites, bon, c'est une situation qui n'est pas nouvelle non plus. Et on cherche à la résoudre. Est-ce que vous avez des pistes de solutions qui pourraient nous alimenter aussi à cet effet-là? Donc, en amont vraiment du problème. Je parlais aussi, tout à l'heure de cette culture de prévention qui n'est pas vraiment là. C'est-à-dire que les problèmes sont tellement intenses et quotidiens qu'on est dans l'intervention de manière continue. On n'a pas le temps, je crois, parce qu'il manque de moyens, parce qu'il manque de ressources, parce qu'il manque d'intervenants, d'intervenantes. On n'a pas le temps de développer une réelle culture de prévention. Je ne parle pas seulement de moyens de prévention ou de mécanismes, je parle d'une culture, c'est-à-dire quelque chose qui va justement prendre sa source dans ces valeurs, ces principes qui existent et qu'il faut non pas reconstruire, rebâtir, mais régénérer, dans le sens où ils sont là, ces valeurs, ces principes. On peut s'en inspirer. Cette démarche dont je parlais tout à l'heure, la démarche de sécurisation culturelle, c'est quelque chose qui est très peu connu au Québec pour l'instant, mais qui est beaucoup plus connu au Canada anglais, en Australie, en Nouvelle-Zélande, partout, des pays partout où il y a d'importantes populations autochtones. Cette démarche de sécurisation culturelle, cultural safety en anglais, contient des éléments pour intégrer justement ou définir cette culture de prévention. La culture de prévention ne va pas permettre de répondre à toutes les situations de violence, mais elle peut contribuer à construire des environnements à travers la collaboration, des environnements qui seraient plus favorables. Vous parliez de conditions propices tout à l'heure. Avant de parler de conditions propices, je crois qu'il faut créer des environnements propices, des environnements sécurisants. Cette sécurité dont on parle, ce n'est pas une sécurité dans le sens juridique du terme. Hein? Au Canada anglais, on a adopté, du moins à Ottawa, là, on a adopté, il y a quelques mois à peine, un plan d'action pour lutter contre la violence faite aux femmes autochtones. Il n'y avait pas de contribution du Québec dans ce plan-là. Et ce qu'on observe, c'est qu'on met l'accent sur les agresseurs. Et on veut s'assurer que les agresseurs sont punis, entre guillemets, subissent des peines, des amendes, sont mis en prison. Mais quand on fait ça, on nourrit la machine qui est déjà là. Alors, avec une approche un peu plus large,
plus intégré, qui permet en même temps que de répondre aux demandes immédiates. Hein. Lorsqu'une femme est en situation de violence, ce n'est pas le temps de faire l'examen de l'histoire et du passé et de demain et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire. C'est le temps de répondre. Et les moyens sont si rares que, oui, on peut parfois répondre, mais on n'a pas le temps de dégager une réflexion collective qui permettrait justement d'assurer ces filets de protection, ces chaînes de collaboration autour des femmes. De quelle façon le faire? Je crois qu'il faut faire l'exercice, mais je crois qu'on est rendu là au Québec et qu'il y a des moyens pour faire ça, des moyens basés justement sur ces savoirs, ces valeurs, ces pratiques qui existent toujours, mais qui sont, je dirais, recouverts par cette gamme de problèmes, de problématiques auxquelles il faut faire face. On ne pourrait pas non plus dire « occupons-nous de la violence et laissons faire les problèmes de logement, laissons faire les problèmes de chômage ». On ne peut pas. À l'échelle gouvernementale, je crois qu'il faut quelque chose de beaucoup plus intégré. Non pas attendre d'avoir tout réglé ces problématiques pour parler de la violence, mais bien de parler et de réfléchir aux situations de violence en même temps qu'on fait d'autres choses, que le travail se fait à d'autres niveaux, et non pas un petit morceau de violence, un petit morceau de ceci, un petit morceau de ça. Le problème, peut-être par le passé, ça a été soit qu'on s'occupe de la violence seulement, sans tenir compte des autres problématiques, soit qu'on s'occupe des autres problématiques et on se dit, bien, ça va avoir un impact sur la violence. Je crois qu'on est rendu à un stade où passer par des détours pour tenter de régler des situations de violence peut amener encore plus de violence. Je crois qu'on est rendu à une étape parce que les situations de violence, elles augmentent. Les problèmes sociaux dans les communautés autochtones augmentent depuis moins de 10 ans. On pourrait penser qu'avec les investissements des gouvernements, que quelque chose commence à se passer. Non, c'est le contraire. C'est le contraire parce que je crois que les politiques, les mesures mises en place sont trop calquées sur ce qu'on fait dans notre propre société. Ces mesures, ces politiques doivent être définies à partir des principes, des valeurs, des règles éthiques, des mécanismes qui pouvaient exister, qui sont disparus d'une certaine façon, c'est-à-dire que ces mécanismes de régulation sociale n'avaient plus le contexte pour donner des résultats positifs. Tant qu'on va développer des réponses qui sont calquées sur nos façons de faire, on va se retrouver en porte-à-faux. Et je crois que cette hausse que l'on remarque dans plein de sphères de la société maintenant, depuis une dizaine d'années, hausse du décrochage scolaire, hausse du placement d'enfants, des signalements, hausse du chômage, tout ça est l'expression, je crois, du besoin de reprendre les politiques publiques, les programmes, et de les définir de l'intérieur. Je vous remercie. À ce stade-ci, je laisserai la parole à mon collègue, le député d'Ungava. Monsieur le député d'Ungava. J'entends vos propos, c'est fort intéressant. Vous parliez... il y avait un petit retour de son. Alors, c'était fort intéressant, comme je vous entendais parler, de votre expérience, votre vécu au sein des communautés autochtones. Votre expérience au sein des communautés, est-ce que c'est combien d'années vous avez vécu sur des communautés? Juste circonscrire ça un petit peu, là. Au total, 5 années à peu près. OK, 5 années. Et puis, c'est ça. C'est sûr que du côté autochtone, souvent, vous parliez des Autochtones en milieu urbain.
Souvent, des gens, souvent des femmes aussi, idéalisent un peu peut-être la ville en disant, ben là, écoutez, je vais quitter mon milieu, je vais abandonner mes problèmes, peut-être un conjoint violent, je vais me retrouver en ville, me trouver un emploi, je vais avoir une belle petite maison ou un appartement, mes enfants vont aller à l'école, puis on idéalise ça souvent. Et puis la réalité de la ville est souvent aussi terrible, sinon plus que la réalité du milieu autochtone. Et puis souvent, on sait que dans les milieux des itinérants à Montréal, il y a un fort pourcentage de ces gens-là qui sont issus des Premières Nations. J'aimerais ça que vous élaboriez un petit peu là-dessus, sur votre expérience, puisque vous en savez. Oui, dans le cas les derniers mots que vous avez dit, une part importante de personnes autochtones parmi la population itinérante à Montréal, une part importante d'Inuits aussi, qui se retrouvent à Montréal en situation d'itinérance. Ce sont des problématiques relativement différentes de celles des Premières Nations. Donc, on dit autochtones de manière globale, mais il y a des différences importantes. C'est vrai que souvent, lorsque l'on quitte sa communauté, on pense, lorsque ce n'est pas pour les études, on pense améliorer ses conditions de vie. Ça arrive, mais pour une majorité de gens, peut-être même la moitié, ça ne se produit pas comme ça. On fait face à encore plus de problématiques dans les villes, difficultés à se loger. Et ce qu'on remarque, c'est que les personnes quittent la communauté sans connaître la ville. Et je crois qu'il est temps dans les communautés d'envisager la ville non pas comme l'opposé de la communauté, mais bien comme un prolongement. Il y a suffisamment, la population autochtone est suffisante en ville pour que ce ne soit pas, comme je disais, un accident de parcours. C'est une réalité qui est incontournable. Maintenant, je me rappelle, il y a 20 ans, je parlais avec Marceline Canapé, une grande dame Innu qui a été dans le milieu de l'éducation. Et son projet, à l'époque, elle a été chef de sa communauté à Pessamit. Elle disait, mon grand rêve serait de préparer les étudiants à aller étudier à l'extérieur. Les préparer à ce que c'est que vivre dans une grande ville. Et parfois, au début, c'était cette île, hein? On n'était pas rendu à Québec ou Montréal. Mais elle était préoccupée par la nécessité de s'instruire de la ville avant d'y arriver. On a longtemps vu les communautés comme étant le milieu à l'intérieur duquel grandissaient, s'épanouissaient et évoluaient les Premières Nations, les Inuits. Mais dans cette optique-là, tout ce qui concernait la ville, dans laquelle se retrouvaient notamment des femmes qui avaient perdu leur statut, des femmes dont les dispositions de la loi sur les Indiens avaient amené une sortie de la communauté, on voyait la ville comme étant le lieu où on perdait sa culture, le lieu où on perdait ses valeurs. On était dans un monde de blanc. On est en 2015 et la réalité est tout autre. Vous voyez avec les mouvements d'affirmation citoyenne, que ce soit ceux qui sont développés à l'intérieur d'Idle No More, la prise de parole citoyenne des Autochtones, le mouvement des centres d'amitié qui contribue à créer une société civile autochtone. On n'est plus dans cette logique où la ville est l'envers de la communauté, où la communauté est l'envers de la ville. Il y a un arrimage qui doit être fait et qui devrait permettre aux gens, lorsqu'ils arrivent en ville, de savoir un peu ce qui va se passer. Merci. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Lévesque. Merci d'être là.
Vous savez que cette première partie de notre commission est pour que l'on apprenne, on est en mode vraiment apprentissage. Ce matin, Édith Cloutier nous a dit qu'il fallait une approche holistique. Vous nous dites une démarche de sécurisation culturelle. Entre ces deux approches, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est la même approche. D'accord. Elle est appelée différemment. Permettez-moi d'être professeur, donc je parle de sécurisation culturelle. Holistique, du côté autochtone, ça signifie une approche intégrée qui s'adresse à la fois à l'individu, mais aussi à la collectivité. La sécurisation culturelle est basée justement sur une sécurité collective et non pas seulement une sécurité personnelle. C'est l'avantage de ces démarches, disons, intégrées. Et les deux termes sont finalement très complémentaires et signifient souvent la même chose. Selon vous, la loi sur les Indiens actuelle, est-ce qu'elle brime les femmes? Oui, d'une certaine façon, même s'il y a eu des amendements aux clauses discriminatoires de la loi sur les Indiens, il continue d'y avoir des difficultés dans la reconnaissance du statut. Mais cette loi, qui est quand même une loi coloniale, il ne faut pas se le cacher, était basée et toujours basée sur un système patrilinéaire, patriarcal, patrilocal, dans le sens où si vous mariez un non-autochtone, vous quittez. Donc, l'autochtone, l'Indien inscrit, comme on disait, reste sur place. Donc, ça amène au niveau des mariages et de la résidence des choix. Dans un système patriarcal, avec les conseils de bande qui sont issus de la loi sur les Indiens, on a peu de place pour les femmes. Elles ont gagné, après de longues batailles, elles ont gagné une place, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Ça fait 50 ans que les femmes autochtones au Québec se battent pour être reconnues et que l'on respecte aussi leur savoir, leurs expertises. Elles sont connues pour des batailles au niveau du statut et de l'identité, mais ça veut dire aussi dans l'éducation, la parole des femmes, les savoirs des femmes sont importants. Sur le territoire, on ne parle jamais des liens en matière de développement durable, par exemple. On ne parle jamais des liens des femmes avec le territoire. Le système actuel ne permet pas facilement d'écouter les femmes. Entre autres, une des pistes de solutions que vous avancez, c'est de soutenir les initiatives locales et communautaires en matière de lutte à la violence par une plus grande implication des leaders masculins, des conseils de bande au sein d'initiatives orchestrées par les femmes. Alors, on sait que les conseils de bande sont à forte majorité masculine. Donc, comment vous voyez cet arrimage-là d'un empowerment par les femmes, mais à l'intérieur d'un conseil de bande gouverné par des hommes? C'est pour ça que je crois qu'il est important que les femmes de chacune des communautés ne soient pas isolées. Je ne sais pas quelle organisation, en fait, quelle culture organisationnelle il faut développer, mais les femmes, lorsqu'elles se retrouvent à l'intérieur des communautés, à l'intérieur aussi de conseils ou de conseils de bande majoritairement masculins, sont vite démunies. Est-ce qu'il est possible de créer, et il faudrait poser la question aux Autochtones eux-mêmes, des formules qui protégeraient les femmes lorsqu'elles tentent d'agir à l'intérieur des communautés? Vous savez, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font partie des conseils de bande. C'est encore drôle.
il y a 40 des conseillères, des conseillers du conseil de bande qui sont des femmes maintenant. Et selon mes informations, il n'y a que 37 de députés femmes à l'Assemblée nationale. Donc, si on veut comparer, il y a quand même des efforts qui sont faits de ce côté-là. Ce ne sont pas encore des postes de chef. Il y a eu quelques femmes qui ont été chefs, mais il faudrait qu'il y en ait davantage. Donc, des structures, des pistes qui permettraient aux femmes dans les communautés de ne pas être isolées. Partager même avec mes collègues, nous sommes à peu près toutes d'accord que 27 de femmes à l'Assemblée nationale, c'est pas assez. 37 On est 27. On est 27. C'est 27? Oui, on a reculé. On a reculé, on est à les 27 dernières statistiques. Alors, voyez comment c'est. Bon. On n'a pas avancé, on a reculé. Vous nous parlez, entre autres, de la culture de prévention. Cette culture de prévention-là, moi, je fais un lien avec un des premiers points que vous avez souligné, qui est le fait de manque de ressources en santé, services sociaux, mais surtout, vous dites que le réseau n'est pas capable de répondre aux besoins, mais tout particulièrement aux 60 dans le fond de la population qui est dans les villes. Alors donc, le système de santé que l'on a, est-ce qu'il répond mal aux Autochtones ou qui vivent en ville, ou il répond mal, point? Je ne dirais pas qu'il répond mal. Je dirais qu'il est dépassé. Je dirais aussi ce que je constate des acteurs du réseau de santé et services sociaux québécois, c'est souvent une impuissance. Manque d'information, bien sûr, mais une impuissance en disant, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est plus de cet ordre que d'une question de mal ou pas. Mais avec une croissance importante de la population autochtone dans les villes, qui échappe aux possibilités de recevoir des services de la part des conseils de bande, puisqu'on est dans un autre type de territoire, la responsabilité populationnelle qui est au cœur des initiatives en santé et services sociaux au Québec, je crois qu'elle doit être repensée. Mais c'est plus une impuissance. Je rencontre souvent des gens dans les ministères et ce que je constate, c'est pas le manque de volonté, c'est l'impuissance parce que dès qu'on explique qu'on est face à des modes d'être différents, que ce sont des valeurs différentes, lorsqu'on a comme réflexe de fonctionner avec nos propres valeurs, bien, on ne sait pas comment faire. Et c'est là que l'input des Autochtones eux-mêmes, les personnes qui sont impliquées en intervention, qui ont une grande expérience dans les communautés ou dans les villes, peut avoir un impact pour aider à revoir les politiques. Alors, ce n'est pas mal ou bien, c'est pas comme ça que je le vois. C'est une impuissance parce que la réalité des Autochtones dans les villes, c'est relativement nouveau. On ne s'en préoccupait pas. Il y a des questions de juridiction aussi, entre le fédéral et le provincial. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec toutes les possibilités qu'offrent les nouveaux modes de gouvernance, il y aurait moyen de répondre davantage à cette obligation populationnelle du gouvernement. Mais quand vous nous parlez de culture de prévention, parce que pour moi, il y a quelque chose là, il y a une résolution à l'énigme, là. Pour vous, avoir du personnel mieux préparé à répondre, mais à partir des valeurs de la communauté, c'est pour vous une façon de faire, d'avoir une culture de prévention. Oui, mais c'est aussi un moyen, s'il y a plus d'intervenants ou plus de ressources ou plus de moyens de différents ordres, c'est aussi
la possibilité de ne pas toujours être à la course après les problèmes. C'est une possibilité de cesser de jouer aux pompiers, finalement, parce qu'il y a un feu à éteindre. Vous savez, dans un centre d'amitié ou dans une communauté, les problèmes sont parfois si lourds. L'intensité des problèmes est telle que c'est un travail quotidien incessant. Et vous avez des personnes qui interviennent, des travailleurs de rue, des travailleurs communautaires, différentes catégories d'intervenants, qui peuvent très vite s'épuiser parce que c'est lourd. Alors, il faut, dans cette culture de prévention, prévenir aussi ces roulements personnels, ces épuisements professionnels. Il faut redéfinir ces choses. Et une culture de prévention, ça veut dire qu'on va penser au départ à prévenir les problèmes qui pourraient surgir demain, les situations qui pourraient permettre de pallier au départ à certaines difficultés. Madame Lévesque, je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Masson. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Lévesque, d'être ici avec nous. Vous savez, plus de 40 ans auprès des communautés autochtones, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, vous avez développé toute une expertise. Et puis, la députée Crémazie l'a mentionné tout à l'heure, mais moi, je veux juste revenir sur un petit passage que vous avez mentionné, le même passage qu'elle a ciblé. Là, on dénonce pas pour pas mettre en péril la cohésion de la communauté. Puis, vous savez, ma réflexion, c'est, mais qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour obtenir des résultats différents? Parce que si on essaie toujours de faire les mêmes choses, on ne peut pas espérer d'avoir des changements. Donc, avec votre expertise là, dans les solutions que vous apportez là, dans la dernière page de votre mémoire, est-ce que ce sont des solutions qui ont déjà été testées sur le terrain ou c'est des nouvelles solutions qui n'ont jamais été mises en application? En fait, ce n'est pas tant des solutions que des pistes à explorer, je crois. Mais toutes ces possibilités-là ont été identifiées à un moment ou à un autre par des personnes avec lesquelles je travaille, par des situations que j'ai observées. Je crois que ça peut être indicateur de pistes à suivre, mais c'est mon point de vue. Néanmoins, ce besoin d'aller chercher dans la culture autochtone même, les cultures autochtones, je devrais dire, des savoirs, des principes de vie qui permettraient d'éclairer différemment les situations. Je crois qu'il faut se donner le temps d'identifier ces piliers, je dirais, de la transformation sociale. Je les appelle comme ça. Ce sont des piliers du changement social qui, dans certains cas, est commencé. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans des communautés à l'égard de la violence, pour le placement d'enfants. Il y a des initiatives. On ne les connaît pas. Il y en a plus qu'on pense. Mais toutes font face à des difficultés de suivi, de continuité. Si on avait même une cartographie de ces initiatives, on pourrait être surpris. Mais comme c'est souvent isolé, c'est éparpillé sur le territoire, l'information ne circule pas suffisamment, on a l'impression qu'il ne se fait rien. Mais non, il se fait des choses. Et dans les choses qui se font, dans les initiatives qui sont prises, à différentes échelles, parfois très petites, il y a là des pistes pour identifier ce que Madame disait tout à l'heure sur les conditions propices. Elles sont là. Il faut les faire apparaître. À ce moment-là, demain, on va avoir un rapport qui va être déposé par la ministre de la Famille concernant la lutte à l'intimidation, dont le ministre des Affaires autochtones a participé aussi. Il y avait un volet sur la situation des Autochtones au Québec. Donc ça, ce que je comprends par rapport à votre réponse, c'est que ça prend une mesure concertée, équivalente, égale, en même temps, sur l'ensemble du territoire et non des mesures isolées pour parvenir à
solutionner une fois pour toutes la situation? Est-ce que c'est ça que vous voulez nous dire, dans le fond, que les mesures isolées sont présentes mais pas suffisantes parce que c'est isolé dans une communauté à un moment donné, alors que si on y va de façon générale et globale, on aurait une meilleure chance de succès? Pas tout à fait. Peut-être que je me suis mal exprimée là-dessus. Ce que je propose, d'une certaine façon, c'est que ces mesures isolées, justement, ces initiatives, qui sont nombreuses quand même, puissent se référer à quelque chose qui serait commun, mais à une échelle, pas d'imposer une formule à tout le monde, mais si on est dans une approche holistique, comme Madame disait tout à l'heure, ou de sécurisation culturelle, voilà un moteur qui peut être partagé par tous, mais chacune des Premières Nations pourra définir à l'intérieur de ça ses propres initiatives, selon d'abord sa situation géographique, sa culture interne, mais si les valeurs, les principes pouvaient être partagés différemment. Actuellement, ce n'est pas le cas. Et on essaie. Ce que fait Femmes autochtones du Québec, c'est vraiment, à l'échelle de la province, essayer de trouver des vecteurs qui seraient communs à tous, mais chaque groupe, chaque initiative peut s'y référer. C'est beaucoup plus d'appartenir à quelque chose qui est commun que de développer une approche qui serait collective. C'est de créer l'appartenance à une orientation beaucoup plus que de développer une politique qui s'appliquerait mur à tout le monde. Merci. Monsieur le Président, il me reste combien de temps? 1 minute 30. 1 minute 30. Vous savez, vous vantez beaucoup les mérites de Femmes autochtones du Québec. On va les entendre après vous, donc on a bien hâte de les entendre. Je vais revenir à vos principes fondateurs parce que vous l'avez mentionné dans votre réponse, puis c'est justement, vous l'avez mentionné à la page 6 de votre mémoire, là, que les principes fondateurs, c'est l'essence même des règles qui régissaient le vivre ensemble et favorisaient la cohésion sociale. Puis ces principes-là existent toujours, puis c'est vrai parce que pour avoir discuté avec plusieurs communautés, effectivement, c'est des beaux principes. Donc, vous dites baser là-dessus, dans le fond, c'est là qu'on doit baser pour fonder l'espoir, pour mettre en place nos solutions. Oui, il faut se baser sur ces piliers, mais maintenant, ça prend des moyens et des ressources pour que ces piliers-là puissent se déployer à leur juste valeur. Merci beaucoup. La députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour 3 minutes. Merci, M. le Président. Bonsoir, je pense, Madame. Merci pour votre présentation et en fait, l'ensemble du regard que vous portez sur l'expérience de cohabitation, je dirais. Pas seulement de ce qui vit. J'avais quelques questions, plusieurs ont déjà été posées, notamment sur la question de mobilisation des leaders. Et ensuite, une question au niveau de « faut pas que les femmes soient isolées ». Alors, sur la mobilisation des leaders, vous avez déjà, mais si vous aviez d'autres choses à nous dire, parce que les autres aussi, et femmes et hommes, on va les rencontrer la semaine prochaine. Et sur la question que les femmes ne soient pas isolées, je me disais, c'est ça, il y a FAC, il y a Femmes autochtones du Québec, qui a un réseau qui a, depuis, je pense, 42 ans maintenant, ce réseau-là. Il y a le réseau des femmes élues, qu'on a rencontré ici même à l'Assemblée nationale l'an dernier. On a créé des liens, les réseaux de maisons d'hébergement pour femmes autochtones, les réseaux des centres d'amitié autochtones. Alors, j'imagine que vous référiez peut-être à autre chose quand vous disiez qu'il ne faut pas que les femmes restent isolées, chacune dans les 52 communautés. J'aime bien le terme cohabitation parce que, au-delà des communautés, ce qui se passe dans les villes, c'est aussi la rencontre de citoyens différents. Il y a une société civile autochtone, mais il y a une société civile québécoise. Et elles ne doivent pas être mélangées dans le sens où une absorberait l'autre. Mais pour revenir à Femmes autochtones du Québec, bien sûr, Femmes autochtones du Québec, qui est une des plus anciennes associations de femmes au Québec, d'ailleurs, toutes origines confondues, peut à peine, dans une année,
faire le tour de la province. Donc, oui, il y a des possibilités, mais encore là, des coupures, manque de moyens. Et quand une tournée se fait, ce n'est pas dans toutes les communautés, c'est impossible. C'est une communauté dans une Première Nation. Donc, la volonté est là, l'expertise est là, mais les moyens ne permettent pas de réaliser justement ces types d'alliances, je dirais, entre femmes qui pourraient grandir, qui pourraient avoir un autre impact. Femmes autochtones du Québec n'a même pas cette année les moyens de faire une assemblée générale. Donc, oui, il existe des mécanismes, des organisations, mais les moyens pour que ça puisse se déployer. C'est pas Montréal-Québec, là. C'est Montréal, Val-d'Or, Sept-Îles, Chibougamau. Vous allez à Chibougamau, pour aller à Val-d'Or, il faut quasiment revenir à Montréal. Ça demande beaucoup de sous. S'il vous plaît. Ça demande beaucoup de moyens. Donc, oui, c'est possible de valoriser ce que fait Femmes autochtones du Québec, mais encore faut-il qu'il y ait les moyens pour lui permettre de remplir son mandat autrement. Merci, Mme Lévesque. Je vous remercie pour votre contribution aux travaux de la Commission. Je suspends les travaux quelques instants afin de permettre à Mme Rouleau de prendre place. Merci.